Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur la pratique du yoga à la maison. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes à m'avoir témoigné du fait que c'était plus difficile de pratiquer chez soi pour plein de raisons. Et je voulais justement faire une petite vidéo pour apporter de modestes éclairages pour vous, peut-être vous aider ou vous stimuler à reprendre si vous avez renoncé. Parce que je pense vraiment que prendre conscience des blocages, c'est un premier pas pour les lever et ne pas renoncer à la pratique. Donc sur les premiers ajustements, il y a déjà la régularité et le cadre qu'offre un cours collectif. Si vous aviez l'habitude de pratiquer dans un cours collectif avec un horaire, un jour précis, un groupe que vous connaissez, un enseignant que vous connaissez, que vous avez choisi, ça peut être effectivement plus difficile en se retrouvant chez soi de se créer une routine, un rituel, en tout cas un moment. Et j'imagine que il doit y avoir deux cas de figure. Alors en tout cas, dans ce que j'ai retenu des messages que j'ai reçus, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui ont du mal à trouver un espace-temps, disponibilité pour ça. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui le confinement, mais aussi le simple fait d'être chez soi, je ne veux pas parler que du confinement, parce que ça s'applique vraiment à toutes les situations, que vous soyez en vacances ou que je sais pas, votre prof quitte la région, voilà, et que vous vous retrouvez sans votre groupe habituel. Enfin, ça peut vraiment s'appliquer à tout. Donc il peut aussi y avoir cette sensation de liberté, mais où du coup on ne sait plus quand pratiquer, où on n'a plus le cadre, et sans cadre et sans groupe, bah, on a tendance à repousser peut-être, ou peut-être à fonctionner par allez, on s'y remet, pendant 3 jours on va faire une séance par jour, et puis après plus rien pendant 10 jours, et on n'arrive plus à s'y remettre. Donc là, je pense ce qui est fondamental, c'est de vous connecter à votre intention. Parce que tous les textes traditionnels parlent de la persévérance, et ce qui anime la persévérance, c'est la ferveur. Il faut que ce soit vécu avec le cœur, avec un vrai élan, avec une envie, et pas une contrainte ou une tâche à faire supplémentaire que vous ajoutez dans une liste. C'est pas que ça marchera pas, mais ce sera beaucoup plus nourrissant si vous le faites à partir d'un élan, d'un enthousiasme. Et pour nourrir cet élan et vous reconnecter à ça, il faut que vous retrouviez l'intention qui vous anime. Par exemple, la première fois, vous avez sans doute pu renouveler ça, mais quand vous venez à un cours de yoga, qu'est-ce qui vous anime? Au-delà de la décision que vous avez prise au moment de vous inscrire, il y a trois grands degrés, enfin trois grands facteurs, je ne sais pas comment le dire, trois niveaux, on va dire ça comme ça, trois niveaux euh, de motivation dans la pratique. D'abord au niveau physique. Peut-être qu'un jour, votre médecin, votre kiné vous a conseillé de faire du yoga parce que vous souffriez du dos. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Premier degré, c'est vraiment physique. Besoin de vous étirer, besoin de sentir que le corps se tonifie ou de relâcher vos épaules, votre dos, notamment si vous travaillez beaucoup sur un écran, que je sais pas, votre mobilier, chaise, bureau n'est pas franchement adapté, vous êtes un peu crispé, les épaules tendues, un bras qui est pas du tout dans la même posture que l'autre. Voilà, peut-être qu'il y a dans votre élan principal, primordial, cette envie de faire du bien au corps. Donc, reconnectez-vous à ça si c'est le cas. Le deuxième élan, c'est plutôt au niveau du mental. Peut-être que pour vous, venir pratiquer le yoga, c'est prendre un instant pour
suspendre cette agitation du mental comme un petit vélo qui tourne en permanence et juste pendant que vous êtes dans la séance de yoga et que vous êtes concentré sur, enfin plutôt centré que concentré, parce que concentré c'est encore une crispation, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes simplement dans les ressentis du corps, dans tiens, ça me fait des fourmis dans la jambe, tiens, je sens une sensation de chaleur ici, tiens, ça détend ici. Quand vous êtes dans les sensations corporelles, vous n'êtes plus dans la tête. Et d'un seul coup, le mental, il peut pas tout faire en même temps. Et donc, petit à petit, vous lui offrez une récréation. Et j'imagine que si vous êtes venu au yoga, que ce soit pour vous apaiser, pour méditer ou pour d'autres raisons, vous avez dû le sentir. Donc si aujourd'hui vous êtes particulièrement préoccupé par plein de choses ou stressé, ou en tout cas vous sentez que là-haut ça fait une belle cocotte minute, ben reconnectez-vous à cet élan de juste souffler, vous faire une récréation de la tête et apprécier simplement l'instant qui est sans vous projeter vers ce que vous avez à faire ou ce qui vous arrivera dans quelques semaines. Simplement revenir à vous dans l'instant. Et puis le troisième niveau, c'est, je dirais plus du domaine spirituel, c'est vous connecter à ce qui vous dépasse, à ce qui est plus grand que soi. Donc c'est peut-être ça qui vous a conduit au yoga, en tout cas c'est le cas pour moi, se reconnecter simplement à la source de la vie et juste s'émerveiller d'être, d'avoir un corps qui vibre, un cœur qui bat, le souffle qui va, qui vient sans la moindre volonté, naturellement. Mais aussi ce même souffle, pouvoir maîtriser son rythme et pouvoir vivre pleinement l'échange entre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur. Et tout simplement s'émerveiller d'être en vie. Voilà, c'est aussi un des niveaux qui peuvent vous avoir amené au yoga. Et évidemment, ils sont pas, l'un n'exclut pas l'autre. Par exemple, si vous êtes venu au yoga parce que vous étiez très agité, très angoissé, parce que peut-être vous ne trouviez plus de sens à votre vie et que du coup, en dormant plus, vous étiez très nerveux, tout crispé, etc. Les trois niveaux se conjuguent. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a amené au yoga. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité dans les niveaux. Mais par contre, il y en a peut-être un qui fait que vraiment, ou une raison qui peut être croisée, hein, par exemple, vous ne dormez plus, il y a peut-être quelque chose qui fait que, nom d'un chien, il faut que je m'y remette. Donc trouver, identifier qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de pratiquer et que ça vous fait du bien, que quand la séance est finie, vous dites ah, ça va mieux. Et quand vous hésitez, vous repoussez un petit peu la séance, reconnectez-vous à ça quelques instants et dites-vous ah oui, ok, si je le fais, c'est pour ça. Et si vous le faites pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin pas la peine de se mortifier. C'est juste en conscientisant l'intention, en conscientisant votre moteur et en vous reconnectant à ça, ça peut vous aider à remonter sur le tapis, parce qu'il fait peut-être 5 mm d'épaisseur, mais je sais que parfois c'est une hauteur vertigineuse à grimper. Donc c'est un premier élément, l'intention de pourquoi vous pratiquez. Après, de façon beaucoup plus prosaïque, c'est dans quel cadre on pratique. Les textes de yoga nous décrivent des huttes toutes petites où le pratiquant est seul, avec évidemment pas de décoration, très peu de décoration, quelque chose de très sommaire.
Et bien souvent, dans nos lieux de vie, c'est pas du tout ça. On a tout ce qui nous constitue qui est là, que ce soit notre mobilier, nos livres, nos ordinateurs qui tournent avec peut-être des notifications, le téléphone qui sonne, et surtout on n'est pas forcément seul et on n'est pas forcément avec des gens qui sont intéressés par ça. Et du coup il peut être difficile de trouver l'espace, d'autant que nos lieux de vie sont pas forcément faits pour accueillir un tapis de 2 mètres par 60. Donc observez toutes les contraintes que vous avez en termes d'espace. Donc est-ce que c'est... Mais je reviens en arrière. Observez de façon très froide, objective et pragmatique, sans vous monter le bourrichon, entre guillemets. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'espace, je reprends l'espace, si vous avez un espace très réduit ou peu adaptable, et bien soit. Acceptez ce fait, observez-le et prenez-le pour un fait acquis qu'on ne peut pas changer, simplement. Et puis après, prenez les autres facteurs. Est-ce que, en termes de charge horaire, si vous travaillez à la maison, si vous avez une famille à vous occuper, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres engagements, donc observez la somme de vos engagements, le temps que ça vous prend, et regardez si vous pouvez dégager du temps. Puis après, le silence et la disponibilité d'esprit. Donc est-ce que vous pouvez avoir un moment un peu calme? En tout cas, vous pouvez tranquillement vous centrer sur vous ou pas. Est-ce que vous avez la disponibilité de l'esprit pour le faire? Ou est-ce que c'est vraiment compliqué? Et chacun, alors j'oublie sans doute plein de facteurs, mais tout ce que vous sentez qui vous coince, essayez de l'observer froidement et de l'accepter. Et après, justement, prenez quelques instants pour vous asseoir, observer tout ça, comme quand vous observez votre souffle dans une pratique ou comme quand vous observez les réactions du corps à la fin d'une posture. Vraiment sans jugement, simplement observer ce qui est. Et de cette observation, peut-être vont surgir des solutions. Si vous pouvez pratiquer 10 minutes debout le matin dans votre salle de bain, et qu'il n'y a que ça qui est possible parce que vous êtes 5 à la maison, parce qu'il y a toujours du bruit, il y en a un qui se lève tôt, un qui se couche tard, et qu'il n'y a pas de place dans le salon, il n'y a pas de place dans votre chambre, ce sera 10 minutes debout dans la salle de bain. Et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement à apporter. Il n'y a pas de pratique parfaite. Il y a votre pratique qui s'adapte. Et la grande clé du yoga, c'est justement s'adapter et accepter ce qui est et suivre l'élan de la vie comme elle vient. Donc si vous pratiquez 10 minutes debout dans votre salle de bain parce que vous n'avez que 10 minutes et parce que vous n'avez que cet espace, mais que vous le faites avec un élan qui est complètement là et que vous êtes pleinement à ce que vous faites et quand vous finissez les 10 minutes, vous vous sentez bien, enfin vous ressentez, j'ai même pas envie de vous dire ce que vous ressentez, mais en tout cas, quelque chose de similaire à ce qui se passe quand vous pratiquez 1 heure dans un cours collectif par exemple, vous aurez tout gagné, peu importe enfin il ne faut pas se rigidifier dans un cadre 1 heure par semaine par exemple. La pratique que vous pratiquez, ce sera la vôtre et elle sera parfaite. Et au-delà du cadre horaire, de l'intention
et des blocages plus logistiques. Un des autres freins ou blocages, mais qui est peut-être pas très conscient, c'est pour ça aussi que je voulais l'aborder, c'est le passage à la solitude. Parce que quand vous êtes accompagné par un enseignant en présence, l'enseignant en général ajuste la pratique à ce qu'il ressent de l'énergie du groupe, de la saison, de la situation. Par exemple, quand il y a eu des grèves, c'était pas forcément la même chose qu'en période tranquille, en hiver ou en été, le matin ou le soir. Et là, vous êtes un peu... c'est à vous de ressentir comment pratiquer. Donc là, vraiment, soyez à l'écoute de vos sensations et ajustez à la fois la fréquence, la durée, le type de séance, plutôt tonique ou plutôt apaisante ou plutôt debout ou plutôt au sol. Et surtout, à chaque posture, l'intensité de la posture, ajustez vraiment à ce que vous ressentez juste pour vous. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de performance à avoir. C'est juste vous traversez une expérience et le degré de la posture que vous choisirez sera le bon si votre souffle est tranquille, régulier, si vous êtes pleinement dans le ressenti du corps à la fin de chaque posture, si vous êtes présent, c'est tout ce qui compte en fait. Après, il y a aussi la notion de se tonifier, renforcer un peu le corps. Et là, à vous de doser, en un seul mot, doser l'effort, l'équilibre et je vais reprendre l'image que je vous cite parfois d'un de mes enseignants, c'est à vous de jauger si vous voulez, enfin, comment pratiquer pour trouver l'équilibre entre s'user et se rouiller. Avec l'âge, et de par notre condition d'être vivant qui a un cycle de vie de la naissance à la mort qui avance, si on pratique de façon trop intense, on risque de s'user. Mais si on pratique de façon trop molle, entre guillemets, on risque de se rouiller. Donc à vous de sentir en permanence ce qui est juste pour vous. Trouvez vraiment le point qui vous fait du bien, qui conforte votre vitalité. Et puis une dernière chose, c'est la présence du groupe. Quand on pratique en groupe, il y a une sorte de présence globale qui fait qu'on est porté, une énergie, une présence qui fait qu'on est porté dans la pratique et qu'il est plus facile de se concentrer. Et puis ça a un côté rassurant. Le groupe a une forme de... Je souris parce que j'ai une tourterelle là, un moineau ici, j'ai l'impression d'enregistrer pour les oiseaux. Donc, la présence des autres vous porte. Et quand vous êtes seul chez vous, je comprends que ce soit un frein aussi de pratiquer seul. Quand on est à plusieurs, on peut aussi tout simplement avoir des repères en regardant les autres. Parfois, les postures sont vraiment contre-intuitives. Se dire qu'on va mettre la jambe à tel endroit ou attraper avec sa main telle partie, etc. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette posture? Et ça peut c'est rigolo, mais on se demande mais est-ce qu'on fait bien? Et donc on a le réflexe de regarder sur les côtés. Donc le groupe est, au-delà de l'énergie et de la présence, ça peut aussi être tout simplement des repères
Et puis, savoir qu'à la fin, on peut partager avec l'enseignant, avec les autres voisins de tapis, dans le vestiaire, etc. Là, vous n'avez plus rien. Et parfois, le yoga, ça brasse, ça peut faire émerger des choses. Et si vous avez consciemment ou inconsciemment cette petite peur ou cette gêne ou ce blocage, allez moins loin, pratiquez moins longtemps pour apprivoiser ça ou pratiquer moins fortement dans les postures. Quand par exemple vous avez des grandes ouvertures de la cage thoracique, grande ouverture du cœur et que vous sentez que des émotions montent et que ça vous fait peur, relâchez tranquillement. Allez moins loin, gardez un souffle régulier, tranquillement. Le yoga, c'est vraiment un plongeon dans l'inconnu. Et je pense que c'est intéressant d'en avoir conscience et de s'ajuster. Je vais quand même vous montrer la tourterelle parce que je trouve ça fascinant qu'elle m'écoute depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, voilà. Moi, je suis fascinée par les oiseaux en ce moment. C'est aussi un ajustement de ma part d'enseigner à travers un ordinateur et plus en vrai. Et voilà, j'ai troqué l'audience. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Concentration. Oui, je reviens sur le groupe. Cette tourterelle, elle ne peut pas faire les mêmes postures que moi. Ça paraît absurde de dire ça comme ça, mais vos corps sont très différents les uns des autres. Vous avez des vécus différents. Donc quand pendant la séance, vous regardez les autres comme repères, c'est pas forcément une bonne chose, loin de là. Et donc si, en étant tout seul à la maison, libéré de cet entourage, vous revenez à une pratique, les yeux fermés, complètement dans vos ressentis, vous aurez tout gagné avec cette pratique à la maison. Donc c'est entre guillemets la, la, la prise de conscience que les repères doivent être en vous en fait. Quand vous faites une posture, l'unique repère que vous avez, c'est comment vous l'aviez pratiqué la dernière fois. Et encore, parce que selon vos émotions, ce que vous allez manger, etc., ça va changer. Éventuellement, quand je parle de repères, ça aurait pu se parler de comparaison. Éventuellement, vous comparez le ressenti avec la précédente fois que vous l'avez fait et maintenant. Ou, par exemple, quand vous êtes allongé, quand on commence une séance allongée, qu'on la termine allongée, comment vous sentez l'appui dans le sol entre le début et la fin de la séance? Comment vous sentez le souffle qui vous traverse entre le début et la fin de la séance? C'est les seules comparaisons qui valent. Ou peut-être entre le côté droit et le côté gauche. Mais entre la posture que vous faites et votre voisin, ça n'a pas plus de valeur que si je comparais la posture que je fais avec la tourterelle, qui est toujours là. Elle n'a pas l'air effrayée par mes comparaisons absurdes. Donc voilà, ça peut être un superbe apprentissage de se libérer des comparaisons visuelles avec les autres. Donc profitez de ça. Y compris avec ce que je fais, d'ailleurs j'ai des enregistrements où le son et l'image sont parfois désynchronisés parce que j'ai des problèmes de micro. Et il m'est arrivé plusieurs fois de me dire mais est-ce que je mettrais pas que le son? Alors j'ai pas envie de vous déstabiliser complètement, mais surtout ne cherchez pas à imiter ce que je fais. Si, n'étant pas là, je peux pas vous corriger, mais c'est vraiment votre corps, le maître. C'est lui qui sait si ça tire, si ça fait mal, si ça proteste. Votre souffle, c'est le maître absolu. S'il devient irrégulier,
s'il devient difficile à tenir, allez moins loin. Ajustez-vous. Ajustez la forme de la posture. Ajustez la durée du souffle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et sans doute, j'oublie des... Enfin, je connais pas toutes vos situations, j'oublie des cas qui peuvent se présenter. Si vous avez des freins, des choses qui vous gênent, des blocages, laissez un commentaire sous cette vidéo ou envoyez-moi un mail. Peut-être que voilà, je pourrais poster une autre vidéo, vous répondre individuellement si vous avez des, des freins qui viennent. Je précise tout de suite, pour une personne qui se reconnaîtra, je n'ai pas de solution miracle pour la pratique sur les bateaux, avec le problème d'équilibre entre l'avant et l'arrière et le fait que ça tangue un peu plus à droite. Ça, je ne sais pas quoi faire, si ce n'est pratiquer sur le quai, peut-être, et inviter les voisins. Donc n'hésitez pas à m'écrire en dessous. Et par rapport aux personnes qui me disaient oui, 1 heure c'est trop long, je ne peux pas me permettre 1 heure et j'aurais besoin de pratiquer au réveil, notamment après des nuits qui sont un peu difficiles. Et bien à partir de demain, vous allez recevoir chaque lundi une vidéo de 30 minutes, une playlist que je vais créer qui va s'appeler Réveil en yoga ou Yoga au réveil. Et ce sera 30 minutes de yoga plutôt dynamique, donc peu de postures tenues en statique, et en tout cas pas longtemps, et qui se finissent toutes assises. Donc je vous préviens. L'idée c'est de pratiquer cela au réveil ou peu de temps après votre douche ou peu importe, et voilà, pouvoir commencer sa journée, mais l'écoute des sensations se fera essentiellement debout ou en assise, en tout cas pas allongée. Si dans votre cas, vous pouvez simplement, vous voulez faire ça au réveil, mais qu'après vous avez tout votre temps et que vous voulez prendre le temps de vous allonger, bien sûr vous pouvez. Mais je guiderai 1 demi-heure et 1 demi-heure en dynamique, debout ou assis. Et puis après, vous pouvez commencer votre journée en pleine forme. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les commentaires ou les questions qui pourraient surgir. Et puis, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui justement nourrissent ce lien, m'envoient des messages pour me raconter ce qui les traverse. Ça m'inspire énormément, à la fois pour les séances, mais aussi pour une vidéo comme aujourd'hui, qui j'espère pourra vous servir pour l'après. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee en m'offrant des dons très généreux. Et puis je vous dis à très bientôt sur le tapis. Vous aurez une séance demain matin, en tout cas. Et je vous souhaite une belle pratique. Et juste pour le plaisir, je vais vous montrer une autre personne qui s'est installée pour écouter. Au revoir, à bientôt.